Salut, bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3 Bénin, c'est votre matinale Actu Matin, bienvenue. Nous en avons pour 2 heures. Dans un instant, les prévisions sur le temps avec la Météo Bénin, notre partenaire sur Actu Matin. Et de nouvelles épreuves, des moments difficiles pour les habitants de certaines régions et quartiers de ville par ces temps de pluie. Vendredi et samedi, de calvaire pour ceux qui ont vécu la grande pluie qui s'est abattue sur le sud du Bénin. L'inondation était de retour dans les maisons à Boumé-Calavi, Cotonou et environ, rendant de même impraticable certaines voies. Le journal Fraternité fait un grand angle ce matin sur ce phénomène saisonnier et parle de tristes réalités malgré l'asphaltage. D'où viendra alors la vraie solution au problème d'eau dans le sud du Bénin? Nous donnerons la parole aux débatteurs dans notre pêle-mêle. Ce sera dans la deuxième heure d'Actu Matin. Dans l'actualité, les recommandations des députés au gouvernement, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, au Parlement ce lundi a débattu des grandes orientations économiques du budget de l'État pour l'année 2023. On en parle dans cette émission à la une et dans la revue de presse. On prend le rendez-vous du mardi, oui, la chronique santé. Il sera question des complications de grossesse avec notre invité gynécologue, Dr Léopold Ronjo. Nous saurons tout sur les grossesses extra-utérines. Une pathologie, quels sont les signes qui doivent alerter, les conséquences et surtout comment s'y prendre en cas de survenance. Toutes les informations utiles dans la première heure de nos discussions. Restez avec nous, voici la météo. Allez, le programme matinal va se poursuivre dans un instant avec la une des journaux et juste après vous aurez votre mini-journal avec William Cliquant. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Et bienvenue. Merci. Alors, dans votre mini-journal, il sera question de sensibilisation, oui, la sensibilisation des populations de Savet dans les collines sur les comportements responsables et pacifiques en période électorale. C'est à la faveur d'une campagne d'information organisée par Franck Yabi, natif de Savet, avec autour de lui d'autres jeunes de la localité. Ils visent tous de voir la paix préservée pendant les législatives de 2023. Et puis, fête des mères en différé, c'était dans le week-end, l'association des vendeuses unies pour le développement, la commémorer, et sacrifie ainsi à la tradition de la commémoration de chaque année, exercer leurs différentes activités qui sont aujourd'hui dans le secteur informel, dans une économie formelle, est la préoccupation qui les a réunis à Cotonou. Et voilà, avec de très belles danses. Vous aurez les images dans notre mini-journal, la une des journaux. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. On va faire un tour dans les rédactions de la presse écrite avec la une des journaux et on démarre par le journal Fraternité qui nous replonge dans ces 48 heures difficiles pour les populations de Cotonou et encore d'Abomey-Calavi. On parle inondation suite aux dernières pluies à Cotonou et Calavi, dégâts et désagréments, la triste réalité de retour et puis stigmatisation des personnes atteintes d'albinisme au Bénin, entre solitude et insécurité, l'affirmation de soi mise à rude épreuve. Le journal nous propose ce matin l'entretien accordé à Pamela Kaposhishi, qui est la présidente de l'ONG Valeurs Albinos. Elle déclare, et je cite, « Beaucoup ont eu des diplômes, mais très peu ont pu s'insérer ». Et puis, on parle sport également dans le journal ce matin. Journée olympique 2022 à Djougou, Julien Minavoa et Malik Gomina tiennent le pari. Et puis, le journal nous propose également les grandes résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, le CNPA Bénin. On va évoluer avec La Nation qui nous envoie à l'Assemblée nationale en page 3 ce matin et évoque les orientations budgétaires du gouvernement pour l'année 2023. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances y était. Protection de l'enfance en ligne, tout sur les logiciels de contrôle parental. Et puis une enquête du journal, exploitation des carrières de sable, des sites illégaux découverts à Hoyogwe et Comin. Un autre journal, il s'agit du quotidien Diakpata. Diakpata qui, en manchette, écrit ce matin, douane béninoise sous le règne du directeur général Hinkati. Et s'il y avait un redéploiement du personnel pour booster les réformes. Et puis, Assemblée générale extraordinaire du CNPA Bénin, hier lundi 27 juin, plusieurs décisions sont prises. Il s'agit entre autres de l'adoption des nouveaux tests et de la suspension de 3 conseillers membres du bureau. Le matinal, recherche d'une majorité au prochain Parlement, là on parle politique et surtout les législatives à venir. Le rêve surréaliste des démocrates est démontré dans le journal. Et puis législative de 2023, Mouel Bénin renforce ses structures décentralisées. Matin libre qui parle de la limitation du nombre des mandats électifs au Bénin et se pose une question que vous découvrez à la une du journal. Quel candidat pour les législatives et la présidentielle de 2026. C'est Matin Libre qui nous présente également le film de l'attaque du commissariat de Dassari. C'est dans la commune de Matéri. CDG sur le départ, écrit Matin Libre. Et Matin Libre qui précise qu'il avait déjà coché la case Camille Dansou. Allez-y découvrir la profondeur de l'article. Défi info à présent, 6e circonscription électorale, Épiphane renfort confiant de la suprématie de l'Union progressiste. Et puis mission de médiation réussie de la CEDEAO au Mali. Le duo Goodluck et Francis Savagbe Béanzin empoche le vote de la loi électorale. Assimi Goïta cède à la pression de la CEDEAO, écrit le journal. Et puis, Barreau de Cotonou, le grand retour de Maître Adrien Ngwedji. Le pays émergent, encadrement technique des cadets chamois New-Yorkais FC. Après UFAA, Oumar Tchomogo décroche son DES
un autre diplôme d'entraîneur et c'est en France. Et puis, on va boucler ce tour avec l'économiste qui parle de la concertation BCEAO et APBEF Bénin sur les financements. Les crédits bancaires aux PME, PMI accrus de 37,1%. Et puis, projet de loi des finances 2023. Wadaï expose les grandes orientations budgétaires aux députés. Depuis 6 heures, il lit pour nous la presse. Vous aurez le compte rendu en fin d'édition. Ce sera dans votre revue de presse. Tout de suite, le mini-journal. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Allez, on va parler de cette mobilisation pour la paix. C'est à Savet, des jeunes de la commune, avec à leur tête Franck Yabi, sensibilisent les populations de leur localité sur les comportements responsables et de paix à adopter en période électorale. Des actes qui vont éviter les agissements pouvant compromettre la paix dans la région. Lors des élections de janvier prochain, l'initiateur est allé à la rencontre de plusieurs groupes d'influence capable de l'aider à porter le message, suivant les précisions de Imet Hélène Amoussou et de Georges Vaudelon. Dans son Savet natal, le visiteur est en mission de pacification. Accompagné de quelques amis, Franck Yabi est allé sensibiliser ses frères et sœurs et autres parents sur la paix. À quelques mois des législatives de janvier 2023, le natif de la cité des Trois Mamelles a décidé de parcourir villages et hameaux pour rencontrer des groupements et associations d'influence capables de l'accompagner dans le relais de son message. La caste des chasseurs de la région Savet-Ouessé a accepté jouer ce rôle. Nous ne sommes pas là contre quelqu'un. On est là pour lutter contre les actes de vandalisme. Nos forêts, les fleuves, nous qui travaillons avec les forces de l'ordre. Ce qui s'est passé vers les années 2019 là, à jamais le passé là, quand on dit que ça ne revient plus là, ça ne revient plus. 2023, ça sera une élection de joie, de beauté, de paix. C'est ça qu'on souhaite et c'est ça qui va se passer. À chacune des étapes du périple, l'initiateur des échanges s'est évertué à expliquer à son auditoire le bien fondé de sa démarche en plus de l'importance des élections. Il a surtout insisté sur le rôle qui incombe à chaque citoyen en cette période. Les Béninois en général, notamment les filles et fils de Savet, doivent travailler à préserver l'image du pays et pas ricocher de leur localité. Déjà, je dis merci à nos chasseurs, les garants de notre tradition, qui ont accepté de nous accueillir dans la convivialité, dans la joie. Cette journée est pour nous une journée forte, une journée d'unité, une journée d'échange au cours de laquelle nous avons reçu l'engagement ferme et la détermination d'ailleurs de nos parents chasseurs pour la question de la paix. C'est alors qu'il fallait leur expliquer le bien fondé des attitudes à adopter, afin que dans la paix, notre localité aussi chère soit développée. Et nous pensons que le message est bien perçu. La mission ainsi démarrée va se poursuivre jusqu'aux prochaines législatives, a précisé le groupe de visiteurs. Franck Yabi et ses amis ont promis revenir régulièrement dans la commune de Savet. Ils se sont engagés à faire de cette ville une cité de paix comme il en a été autrefois le cas. Voilà, un travail de sensibilisation pour des élections paisibles. On va évoluer dans le mini-journal avec ce déplacement sur la ville de Clé-Camin. Elle a abrité le sommet départemental et festival des familles pour la paix à l'étape du Koufou. Le thème, Christian dans les gens, c'est la construction de communautés pacifiques
Interdépendance, de prospérité mutuelle, de valeurs universelles et le rôle également de la famille dans toute cette sphère. Initiative de la Fédération pour la paix universelle FPU Bénin et la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification avec sa session Bénin en partenariat avec la préfecture du département du Koufo. Cette rencontre vise à contribuer à la consolidation de la paix et de l'unité nationale à travers la promotion des valeurs familiales universelles. Tout ceci à découvrir avec Geoffroy Vincent. Dans cette salle à couler commun se tient, en cette matinée du samedi 25 juin 2022, l'ouverture des travaux du sommet départemental et du festival des familles pour la paix, étape du Koufo. On note pour l'occasion la présence de plusieurs personnalités politico-administratives, des têtes couronnées, des religieux et autres leaders d'opinion. L'initiative est de la Fédération pour la paix universelle, FPU Bénin, et de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification section Bénin, en partenariat avec la préfecture du Koufo. Cette fédération a démarré ses activités et a enregistré des centaines de jeunes couples et d'anciens couples mariés qui se sont engagés dans l'œuvre de construction de familles basées sur les valeurs universelles de paix centrées sur Dieu. La Fédération pour la paix universelle, elle, est un réseau mondial d'individus et d'organisations qui se consacre à construire un monde de paix centré sur des valeurs spirituelles et morales universelles. Les assises portent sur le thème « La construction de communautés pacifiques, d'interdépendance, de prospérité mutuelle, de valeurs universelles et le rôle de la famille ». Elle vise à contribuer à la consolidation de la paix et à l'unité nationale d'une part, et d'autre part, la promotion des valeurs familiales universelles. Votre action contribue à préserver la paix dans nos localités. Et ce sera un signal pour les autres organisations. Je suis sûr qu'ils vont se joindre à vous pour que la paix règne partout, dans nos familles, dans nos communautés et à l'échelle nationale. Plusieurs communications sont prévues pour meubler la rencontre. Le but est de semer la paix à partir de la famille. Les travaux ont été marqués par l'accueil de nouveaux ambassadeurs de paix. Je pense que je suis très content de participer à ce séminaire, d'autant plus qu'ils m'ont aussi sélectionné pour que je sois distingué et puis investi en tant qu'ambassadeur de la paix universelle. Donc c'est avec bonheur que je participe au vu des communications successives que je suis en train de suivre. Je suis doublement plus fondé à dire que cela en valait la peine. Parce que vous savez que la paix, nous en avons besoin. La Fédération pour la paix universelle a vu le jour en 2005. La Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification a quant à elle été créée le 1er mai 1994. Sa session Bénin a vu le jour en octobre 1996. Le Fonds des acteurs non étatiques, ANE, du programme OMI-Delta, géré par la SNV, entendez, Organisation néerlandaise du développement, a connu son épilogue bien sûr courant ce mois de juin-ci. Il s'agit d'une initiative du Royaume des Pays-Bas pour accompagner la République du Bénin dans la gestion intégrée des ressources en eau potable, l'hygiène et également l'assainissement. Après 5 années de mise en œuvre, les acteurs se sont retrouvés hier lundi pour faire un bilan de la capitalisation des acquis du projet. Ali Moumouni. Le fonds acteur non étatique du programme OMI-Delta à l'étape de la capitalisation des acquis. Après plus de 5 années de mise en œuvre, les différents acteurs concernés et les partenaires se retrouvent pour faire le bilan des interventions sur le terrain, lesquelles prennent en compte 2 composantes, à savoir la gestion intégrée des ressources en eau, GIR, et l'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement AEFA. Le programme OMI-Delta est un appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au secteur de l'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement et de la gestion intégrée des ressources en eau pour soutenir les efforts du Bénin dans l'atteinte
de l'objectif du développement durable numéro 6. Ce programme s'inscrit donc dans le cadre de la coopération bilatérale entre le gouvernement du Bénin et celui des Pays-Bas. Au cours de la présente rencontre, il est question pour les acteurs de présenter les résultats et impacts obtenus au terme de la mise en œuvre du Fonds acteurs non étatiques. De plus, les réflexions des participants se sont non seulement orientées vers les facteurs de réussite, les faiblesses et les enseignements tirés au cours de l'exécution du programme, mais aussi sur les défis dont celui de la durabilité et les perspectives. Pour atteindre les buts et les objectifs assignés, le Fonds acteur non étatique du programme OMI Delta a développé des approches. Il a développé des outils, des stratégies. Le Fonds a valorisé des connaissances endogènes. Donc, parfois, et même j'allais dire souvent de façon novatrice. Et c'est avec ces approches basées sur la valorisation des connaissances endogènes que les interventions concernant aussi bien l'opérationnalisation de l'agir local que l'accès aux services améliorés d'AEFA se sont déroulées. Aujourd'hui, de milliers de Béninois bénéficient des résultats du Fonds acteur non étatique du programme OMI Delta. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de voir pendant les visites du terrain toutes les personnes qui ont maintenant un accès à l'eau potable, qui ont une vie plus sécurisée, de risques d'inondation, etc. C'est vraiment un très bon résultat et je voudrais vous féliciter tous. À l'issue de cet atelier, des recommandations et perspectives sont formulées pour renforcer la pérennisation des investissements et acquis du Fonds acteur non étatique du programme OMI Delta. L'OCOSA a accueilli en différé les manifestations officielles de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose des 19 juin de chaque année. Drépanocytose et bilan prénuptial est le thème de cette édition. L'occasion d'organiser une campagne de dépistage et de sensibilisation sur cette pathologie génétique. Geoffroy Messin et Florent Dehoux étaient de l'autre côté de l'OCOSA. Marcher pour faire reculer la drépanocytose, marcher pour que des enfants ne souffrent plus de cette maladie. C'est la mission que se sont donnés les organisateurs de cette caravane qui vient mettre un terme à une semaine de sensibilisation et de dépistage de la drépanocytose à l'OCOSA. Avec la participation de plusieurs jeunes et de quelques personnalités et leaders d'opinion, elle a traversé les grandes artères de la cité pour s'échouer à la Maison du Peuple, son point de départ. Nous sommes avec la population de l'OCOSA pour marcher contre la drépanocytose, marcher pour dire à la population que cette maladie existe, elle est grave, elle se traite par une équipe médicale qui travaille de jour comme de nuit pour soulager la population qui souffre, les enfants, les jeunes adultes, les parents qui souffrent de cette maladie-là. Organisée par le ministère de la Santé autour du thème drépanocytose et bilan prénuptial, cette campagne a été un moment de plusieurs séances de sensibilisation ainsi que de dépistage. Des stands ont été installés sur l'esplanade de la Maison du Peuple pour l'occasion. Il est bon pour l'homme de connaître son état. Donc, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait. Comme l'opportunité s'est présentée, j'ai jugé utile de le faire. L'objectif principal de cette sensibilisation, c'est d'inciter vraiment les jeunes, surtout les jeunes en âge de procréer, à se faire dépister, à connaître leur statut par rapport à la drépanocytose. Et nous pouvons dire que de façon globale, cet objectif a été atteint. Le slogan ici est « Amour, oui, mais électrophorèse d'abord ». Selon les statistiques de l'année dernière, environ 6% de la population béninoise est atteinte des formes SS, SC, S-bêta. Jeunes, essayons de ne pas transmettre cette maladie à notre descendance. Pas de relation sans connaître son statut électrophorétique. Nous incitons, pas seulement les jeunes, les parents à faire dépister leurs enfants et connaître leur statut par rapport à la drépanocytose en réalisant l'électrophorèse de l'hémoglobine. Lorsqu'on a un train
de drépanocytose S ou C, il ne faut pas se mettre en union avec un partenaire qui a aussi cette maladie, sinon on a le risque de la transmettre à ses enfants. Pour rappel, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose chaque 19 juin. Culture dans la suite de ce mini-journal. C'est bien la deuxième édition du festival Rire avec Ariel qui a démarré hier à Fidrosset, c'est à Cotonou. C'est une séance de formation pendant laquelle Ariel Vito, comédien, et ses coachs humoristes enseignent aux enfants l'art oratoire, la présence scénique et la maîtrise de l'humour sur scène. Au lancement de ces différentes communications, les organisateurs ont donné une conférence de presse pour expliquer le bien fondé de l'initiative. Ali Moumouni, Moufid Sagour. S'exprimer en public s'apprend, comme les vannes ou encore l'humour. Ce tard, Ariel Vito l'a déjà appris. Et depuis 2 ans, il partage son expérience avec d'autres enfants. La vanne orale générale, c'est des mots ou techniques. C'est dans des phrases données. Et c'est ces mots ou ces techniques-là qui provoquent le rire instantané et qui provoquent le rire spontanément. Et ça, on appelle la vanne. C'est la deuxième édition du festival Rire avec Ariel qui démarre. C'est un événement au cours duquel les participants, qui sont des élèves et des écoliers en vacances, sont formés pour maîtriser les procédés d'humour et l'art oratoire. Ce matin, on a commencé par des jeux de société qui vont permettre à des enfants de se découvrir, de prendre la parole, d'aller en contact. Parce que la vie, c'est de la société. Personne ne vit seul. Et la vie est intéressante quand nous allons vers les autres. Donc, on a travaillé sur ces aspects de jeu-là. Rentrer en contact avec les autres, apprendre à avoir de leurs nouvelles, donner de ces nouvelles et tout. Ainsi démarrée, la formation se tient tous les jours de 8h à 16h. Elle est dispensée en cours théorique et pratique, dirigée par l'humoriste, le chromosome et le jeune Ariel. Elle dure 1 semaine et sera couronnée par un spectacle de restitution. Le dimanche 3, ce sera le spectacle de restitution où les enfants que nous allons former, moi et le coach Chromo, nous allons former, ils vont présenter le sketch. Donc le samedi, nous allons faire toute la cérémonie du dimanche, nous allons le passer le samedi pour voir, essayer la cérémonie pour voir qu'est-ce qui ne marche pas et tout, régler les choses. Et le dimanche à 16h30, nous demandons aux parents de ces enfants, qui sont déjà nos premiers partenaires, de venir. Nous demandons aux autres parents qui n'ont pas peut-être trouvé, qui n'ont pas eu l'information ou qui n'ont pas trouvé intéressant ce projet, de venir voir ce que ces enfants seront capables de faire en 1 semaine. Donc pour le moment, les choses se passent très bien. Le ticket est en vente à 2000 et c'est à la boutique Luce Glamour qui est vers Fidrosset fin pavé. La participation au festival Rire avec Ariel est libre et gratuite. Une initiative que le Fonds des Nations Unies pour la population accompagne. Et vous allez voir, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Ça, c'est qui a dit. Yaïboni, non, bien qui. Ah. Ok, merci beaucoup. Voilà, le jeune Ariel et son formateur pour le festival Rire avec Ariel. La fête des mères, édition 2022, encore célébrée à Cotonou. C'est avec l'association des vendeuses unies pour le développement et c'était sous le thème « Passer de l'informel au formel ». Loin d'être un moment festif pour ces dames, elles ont plutôt eu droit à plusieurs communications sur la thématique du jour. Teddy Goudalo et Elvis Tomoukoué. Elles se sont mobilisées pour célébrer en différé la fête des mères édition 2022. Les femmes des différents marchés du Bénin ont choisi de marquer cette journée à elles dédiée. La célébration est initiée par l'Association des vendeuses unies pour le développement en collaboration avec 2 autres creusets qui militent pour la même cause. C'est pas pour fêter, parce que si c'est pour fêter, nous fêtons chaque jour. Nous fêtons chaque jour, mais il faut que les femmes soient vraiment émancipées par rapport à leur propre activité. Comme aux éditions précédentes, la rencontre se focalise toujours sur une thématique et celle-ci mobilise les attentions sur l'importance de passer de l'informel au formel.
Plusieurs communications ont donc porté sur ce thème durant les échanges. Lorsqu'on dit que les agents d'impôts sont là, qu'est-ce que vous faites naturellement? Vous cachez vos marchandises, oui ou non? Vous les cachez de peur de payer les taxes. Alors que si vous vous déclarez, c'est mieux que ces agents, excusez-moi, indélicats, tapis dans les rangs de l'administration, qui viennent vous prendre de l'argent, 20 000, 30 000, sans reçu, sans ticket, il n'y a rien. Ça va où? Ça ne va pas dans la caisse de l'État, mais ça va dans leur poche. Unissons-nous pour dire non à ça. Et pour dire non à ça, c'est de vous formaliser. Et quand vous allez vous formaliser, vous allez voir, vous allez sortir la tête de l'ombre. Vous allez sortir la tête de l'obscurité. Et les gens vont vous voir. L'État va vous voir. Les gens vont vous voir. Vous aurez les marchés. Nous voulons maintenant nous conformer aux tests de nos pays. Nous ne voulons pas rester en marge de l'évolution de tout ce qui se passe dans nos pays. Donc, c'est pour ça que nous avons initié ce thème. C'est également le moment pour les organisatrices d'appeler les vendeuses à l'union dans leurs différentes activités. Ce sera tout pour le bulletin matinal de ce mardi. Et voilà, une très belle initiative des femmes vendeuses. Passer de l'informel au formel pour accompagner le développement du Bénin. En tout cas, c'est bien. Merci à vous, William Clitan. Très bonne journée. Allez, mesdames et messieurs, après le journal de la rédaction Le Bien, vous aurez le journal des sports avec nous. Hakimi sera en plateau dans un instant. Et juste après, au forum de discussion, nous recevons Dr Léopold Hunjo. Il est gynécologue. Avec lui, il sera question des grossesses extra-utérines. Quels sont les signes qui doivent alerter et comment y faire face. En parlant de cela, on va voir un peu quelles sont les conséquences de ce genre de pathologie. Et puis, dans le pêle-mêle, on parlera de l'année scolaire. Comme vous le savez, il y en a une qui vient de finir avec les examens de fin d'année. On attend de vivre les résultats, mais il y a une autre déjà qui pointe à l'horizon. Comment les parents doivent-ils se préparer? Et puis, la saison des pluies, les inondations qui sont de retour. Le chemin de croix reprend pour les habitants de certaines communes du Bénin, notamment à Bomé-Calavi et Cotonou, un peu comme l'a titré ce matin le journal Fraternité. On reviendra sur ces 2 jours de pluie à Cotonou. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com.
Et voilà, quelques informations sportives à partager avec nous ce matin. Il est déjà en plateau. Hakimi, bonjour. Christian, bonjour, mesdames et messieurs, amis sportifs, bien bonjour. On va parler football maghrébin ce mardi matin, direction la Tunisie. Christian peut constater que l'Espérance sportive de Tunis vient de gagner son 32e titre de l'histoire du football de ce pays. C'est la 6e fois d'affilée que le club est sacré champion de Tunisie, mais cette année, il a fallu attendre les dernières minutes de l'ultime journée pour voir l'Espérance sportive de Tunis enlever le Graal, habitué à remporter les titres de champion de manière assez très nette. L'Espérance de Tunis a dû puiser dans cette tripe pour le compte de cette saison sportive 2021-2022. À égalité de points avec l'US Monastir au coup d'envoi de la dernière explication des playoffs, eh bien, l'Espérance a été menée au score jusqu'à la 80e minute avant d'égaliser à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Et puis, à la 97e minute, eh bien, les réussissent à inscrire le but de la victoire et s'offrent ainsi le 6e titre consécutif. Ça a été dur donc cette année pour l'Espérance sportive de Tunis, mais à l'arrivée, bien, le club est sacré. Un champion de Tunisie représentera donc le pays pour le compte de la Ligue africaine des champions. On va maintenant parler football, mais relativement aux Jeux de Méditerranée qui ont débuté depuis avant-hier, eh bien, on va faire constater qu'au niveau du football, eh bien, dans le groupe A, pour le compte de la première journée, eh bien, l'Algérie a battu l'Espagne par le score d'1-0. La France a joué le Maroc et les deux formations se sont séparées sur le score d'1-0 en faveur donc de la France. Ça, c'est dans le groupe A. Et puis dans le groupe B, faisons constater, Christian, que la Grèce a été battue par la Turquie. 2-1. L'Italie a dominé le Portugal par le score d'1-0. Thème donc des rencontres les premières disputées comme temps pour la première journée de ces Jeux de Méditerranée au niveau du football. Et bien, dans le groupe A, c'est l'Algérie qui est leader avec 3 points, suivi de la France qui totalise également 3 points, 0 points pour le Maroc, donc battu autant que l'Espagne qui totalise 0 points. Et puis enfin, dans le groupe B, on va constater que c'est bien la Turquie qui est leader avec 3 points. 3 points pour l'Italie, 0 pour le Portugal, 0 et pour la Grèce. Les rencontres de la deuxième journée sont prévues pour ce mardi 28 juin. On reviendra avec les résultats quand on sera demain, mercredi. Mais en gros, bien, les Jeux de la Méditerranée regroupent donc les pays tels que l'Algérie, l'Espagne, la France, le Maroc, la Grèce, la Turquie, l'Italie et puis le Portugal. Vous aurez bien d'autres informations relatives donc à ces Jeux de Méditerranée qui ont commencé depuis avant-hier. Et puis, quand on va revenir au Bénin, Christian, on fera constater que eh bien, le dernier classement FIFA a fait dégringoler le Bénin. Christian, le Bénin a perdu bien entendu 7 places. Désormais, 91e mondial, ça ne fait pas intéressant. C'est bien évidemment la conséquence des 2 rencontres perdues par le Bénin, notamment face au Sénégal et puis face au Mozambique à l'occasion des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. On a encore la possibilité de remonter à l'occasion des prochaines journées des rencontres internationales comme temps pour le classement FIFA football. Voilà, en gros, l'actualité résumée et bien récapitulée ce mardi matin. Et avec vous, c'était les sports. Merci beaucoup, Hakimi Ousseni. Nous allons installer le plateau de la discussion ce matin. Nous sommes mardi et mardi, on parle santé avec notre invité, un professionnel du secteur de la santé dans un instant. Mais pour l'heure, nous allons vous proposer de revivre ce magazine réalisé par Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran. C'est bien sûr en immersion, et en immersion ce jour nous emmène dans un atelier de broderie, et il s'agit de cette dame qui a été rencontrée par Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran, dame Charlotte Fayon qui est une spécialiste dans la broderie numérique. Avec elle, ils ont découvert le processus de réalisation d'une broderie numérique sur un t-shirt ou un article. Je vous invite à suivre dans un petit instant ce document. Madame Charlotte Fayon, vous êtes spécialisée dans la broderie numérique. Qu'est-ce qu'on entend par broderie numérique en fait? Broderie numérique est un processus par lequel une machine à broder est utilisée pour écrire des motifs sur des textiles.
Ici, c'est un ordinateur qui est utilisé avec une machine à broder. Quel est le processus pour arriver à ça? Pour réaliser la broderie d'un logo sur un t-shirt, là, il nous faut un t-shirt neutre. Il nous faut notre cerceau, un petit bout de vaisselle. D'accord. Nous versons le t-shirt et le cerceau sera mis. Ensuite, notre vaisselle. Et ensuite le couvert de notre cerceau. Et quand c'est comme ça? Quand c'est comme ça, là on va dans notre logiciel particulier pour la broderie. Nous allons choisir notre logo et ça va être envoyé à la machine. Et là, ça va être, la broderie sera effectuée sur notre t-shirt. Voilà notre machine. Voilà le logo qui a été sélectionné pour l'essai. Là maintenant, nous passons à l'étape d'impression pour le logo. Là, nous avons choisi la couleur du fil que le client nous a demandé. Mais ce que nous rencontrons souvent, c'est que les fils que nous trouvons sur le marché n'est pas souvent de qualité. Ça se casse souvent. Et aussi des logos de basse résolution, des logos mal faits. Ça nous fait un peu de soucis par rapport à ça. Pour faire ce genre de broderie, il faut combien de minutes, combien d'heures? Ça dépend de la taille. Ça dépend de la taille du fichier qu'on veut broder. Là, ça nous prendra combien de minutes à peu près? Là, environ 30 minutes. D'accord. Madame Charlotte Fagnon, vous êtes passionnée de broderie numérique. Dites-nous pourquoi vous avez choisi de faire ce métier. Le marquage numérique est une grande passion en général, mais la broderie numérique en particulier. Parce que là, tu l'utilises pour faire n'importe quoi, tu l'utilises pour des logos, des noms, des prénoms, et puis, je ne sais pas, mais c'est une passion en moi quand même. Dites-nous, quelle est la formation pour être spécialisée dans la broderie numérique? À la fin de ma formation en marketing et action commerciale, j'ai découvert ce métier qui m'a passionné au fait. J'aime la créativité, écrire sur les textiles, les logos sur les textiles, c'est passionnant au fait. C'est ce qui m'a attiré vers la broderie numérique. D'accord. Vous faites déjà combien d'années dans le métier? Banalement, je fais déjà 2 ans dans ce métier qui me passionne et je pense aller très loin dans la broderie numérique. Madame Charlotte Fagnon, je constate qu'on est à la fin de la broderie. On va découvrir ce qui a été imprimé. Wow. Ok. Donc voilà ce qu'on appelle la broderie numérique. En quelques minutes, une trentaine de minutes environ, ils ont réussi à réaliser ceci. C'est très beau. Merci. La finition. Voilà.
la broderie numérique sur un t-shirt carrément neutre. Madame Charlotte Fagnon, dites-nous, est-ce que le métier vous épanouit réellement? Moi, personnellement, oui, parce que ça m'aide à satisfaire à mes besoins personnels, les petits besoins de ma famille. Et là, je crois que c'est déjà satisfaisant. D'accord. Quels sont vos projets, quelles sont vos ambitions pour ce métier? Je pense que nous découvrons des choses chaque jour. Et parfois, c'est un réel défi de pouvoir satisfaire la demande de notre clientèle. Notre ambition, c'est de se faire connaître par nos compatriotes et de les satisfaire par nos services, c'est-à-dire les services que nous proposons. De se faire connaître dans la sous-région et à l'international, pourquoi pas. Est-ce que vous offrez des formations ici? Pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Le message que j'ai à l'endroit de nos téléspectateurs, c'est de faire un tour à BTC Marquage. Nous sommes à Sikekoji, en face de la clinique ABPF. Nos portes sont grandement ouvertes. Faites-y un tour, vous ne serez pas déçus. BTC Marquage propose plusieurs types de marquages, tels que la broderie numérique, la gravure laser et l'impression couleur UV. Quand vous avez un cadeau à offrir à un ami, un anniversaire, baptême, et vous ne savez pas quoi faire, faites juste un tour et nous allons vous aider à donner ce cadeau à la personne. Eh bien, chers téléspectateurs, nous étions ce mardi avec Madame Charlotte Fagnon, qui est spécialisée dans la broderie numérique. Vous avez découvert avec moi ce qu'est la broderie numérique. Merci beaucoup, Madame Charlotte Fagnon. Merci beaucoup à vous aussi. BTC vous offre un petit cadeau. Waouh, une belle surprise. Hein? Oui. C'est marqué Sanoussi Ouliat. Tout le plaisir est pour moi. Merci infiniment. C'est très beau. Merci à vous aussi pour le déplacement. Je vous remercie. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain. Voilà, nous étions en plein dans une immersion dans un centre de broderie numérique. Allez, la suite de la matinale Actu Matin, c'est bien sûr nos discussions en plateau. Nous sommes mardi, on va commencer par parler santé. Et voici la transition. Le plateau est réuni, Akimé installé, Herman Parfait Anembossou, bonjour, bienvenue. Oui, merci, bonjour Christian. Merci d'être là. Docteur Léopold Ronjo, bonjour. Bonjour monsieur Christian. Bienvenue en plateau, vous êtes gynécologue et ce matin il sera question de grossesse extra-utérine. Vous nous apporterez tout au long de nos échanges de ce matin toutes les informations sur ce que l'on peut comprendre d'une grossesse ou des grossesses extra-utérines. Zakiat Latouli, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. Une thématique d'actualité? Oui, d'actualité parce que vous n'êtes pas sans savoir que chaque jour dans le monde, il y a des milliers de bébés qui naissent. Et il y a des grossesses qui sont extra-utérines qui entraînent énormément de complications chez la femme. Et souvent, les médecins sont confrontés à beaucoup de casse-tête, surtout quand c'est des grossesses extra-utérines, parce que ce n'est pas dans l'emplacement normal. Et pour cela, ça demande déjà qu'on arrive à détecter très tôt qu'il s'agit d'une grossesse extra-utérine, qu'il y ait un bon suivi tout au long de la grossesse pour que, et bien, au moment de l'accouchement, tout se passe bien, parce qu'on connaît bien le stress qui est lié justement à l'accouchement après plusieurs mois où la femme a gardé une grossesse. Donc ce matin, il s'agira déjà de comprendre brièvement ce qu'on entend par grossesse et le processus d'évolution de la grossesse. Ensuite, on parlera spécifiquement de ces grossesses-là qu'on appelle grossesses extra-utérines et quel est le suivi nécessaire qu'il faut apporter à ces grossesses pour que à la fin, et bien tout le monde soit content et le personnel de santé et la famille soient heureux d'accueillir un nouveau bébé. Justement, et en plateau, nous avons un spécialiste pour nous en parler. Oui, docteur Ronjo, que peut-on comprendre par grossesse extra-utérine? Merci beaucoup. Je dirais que la grossesse extra-utérine, c'est l'implantation et le développement de l'œuf en dehors de la cavité utérine. L'implantation et le développement
de l'œuf en dehors de la cavité utérine. J'espère que les thèmes ne sont pas trop techniques. La cavité utérine, il s'agit de quoi? L'œuf, c'est quoi? D'accord. Déjà, peut-être commencer à définir ce que c'est que la grossesse en elle-même. Bon, nous on parle de grossesse lorsque il y a la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. La fusion des deux gamètes. Oui, allez-y. Et dans ce que l'on appelle l'œuf. Et cette fusion se produit au niveau de l'ampoule tubaire, au niveau de la trompe. Oui. Et quand cette fusion se produit, l'œuf issu de cette fécondation doit migrer de l'ampoule jusqu'au niveau de la cavité utérine et s'y implanter et se développer. Là, on parle de grossesse. Bon, quand il y a déjà fécondation, on parle déjà de grossesse. Là, vous avez parlé de la cavité utérine. Ça veut dire qu'une grossesse normale doit être implantée dans la cavité utérine. Si elle n'est pas implantée dans la cavité utérine et ailleurs que la cavité utérine, elle a une grossesse extra-utérine. Voilà, et c'est justement de ces grossesses extra-utérines que nous parlons ce matin. Mais qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une grossesse extra-utérine? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand la fécondation a lieu au niveau de l'ampoule tubaire, au niveau de la trompe, l'œuf doit migrer et retourner dans la cavité utérine. Donc, toute perturbation de la mobilité physiologique. Nous avons un schéma là. Là, vous avez un schéma. À l'antenne. Donc, toute perturbation de là où vous voyez l'œuf là, il y a... On a la première image avec comme indication en bas grossesse normale. Donc, le bébé qui est bien installé dans la cavité utérine. C'est ça la cavité utérine. D'accord. L'autre là-bas, là où l'embryon se trouve, oui. Là, il s'agit d'une grossesse extra-utérine. Ce n'est pas dans la cavité utérine. Donc, ce n'est pas la place normale. Ce n'est pas la place normale. Quand la grossesse ne se trouve pas dans sa place normale, elle est extra-utérine. Toute grossesse doit être dans la cavité utérine. C'est ça. Oui. Donc, dans la majorité des cas, la grossesse extra-utérine se situe à ce niveau-là, là où ça se trouve, là où c'est mis grossesse extra-utérine. Oui. Dans près de 60% des cas. Ce qu'on appelle trompe, ça? Oui, c'est la trompe. La femme a deux trompes. Oui. Et deux ovaires qui sont juste ce qu'on voit jusqu'en bas. En dessous des trompes. En dessous des trompes. D'accord. Et c'est quand l'ovaire produit l'ovule, et cet ovule est aspiré au niveau des franges, ce que vous voyez comme des bras là. Ok, oui. Donc c'est là. Donc là où c'est mis, là où vous voyez l'ovaire, il y a ça. L'ovule est aspiré et vient au niveau de l'ampoule. Okay. Et c'est au niveau de l'ampoule que l'ovule reste. Et lors du rapport sexuel, le spermatozoïde que l'homme émet au niveau du vagin doit courir et traverser toute la trompe, et traverser la cavité utérine, d'accord, traverser la trompe et venir rencontrer l'ovule au niveau de l'ampoule, au niveau du tiers externe. Vous voyez, ça se situe au tiers externe de la trompe. Oui. Donc, c'est à ce niveau que se produit la fécondation. Et après cette fécondation, à partir des mouvements physiologiques, parce que la trompe a des mouvements physiologiques, et ces mouvements permettent à l'œuf de revenir dans la cavité utérine. En passant par où? Pas la trompe. Ça retourne par la trompe. Ça retourne par la trompe pour rentrer dans la cavité utérine et s'implanter au niveau de l'endomètre. L'endomètre qui est la membrane interne de l'utérus. Ça veut dire quoi? Donc c'est dans l'impossibilité de descendre au niveau de l'utérus que... C'est dans l'impossibilité de descendre au niveau de l'utérus. Ouais. Cet œuf qui est fécondé, normalement, a 6 à 7 jours pour revenir dans la cavité utérine. Au bout des 6 à 7 jours, si l'œuf ne revient pas dans la cavité utérine, si l'œuf se retrouve quelque part, il s'implante là. Et ça devient alors une grossesse extra-utérine. Comment est-ce que la femme sait que la grossesse n'est pas revenue dans l'utérus, c'est qu'elle s'est retrouvée au niveau de la trompe telle que c'est présenté là? La femme ne le sait pas souvent. Voilà. Mais il y a des signes qui annoncent. Souvent, on a une femme qui vient nous voir pour une aménorrhée, c'est-à-dire l'absence des règles.
avec des douleurs pelviennes, douleurs au bas-ventre, associées à une métrorragie, c'est-à-dire des saignements. Donc, quand une femme vient nous voir dans ces conditions-là, toute femme en activité génitale, c'est-à-dire qui est capable de procréer, qui vient voir un gynéco ou bien un agent de santé pour ça, l'attention doit être attirée vers la grossesse extra-utérine d'abord, qu'il faut éliminer. Donc, il faudrait alors d'abord aller faire le test de grossesse. Si le test est positif, allez envoyer cette dame-là faire une échographie. Et c'est l'échographie qui dira que la cavité utérine est vide. Donc, il n'y a pas de grossesse, dans la cavité intra-utérine. Donc, si le test de grossesse est positif et l'œuf n'est pas dans la cavité utérine, ça veut dire que l'œuf est extra-utérine. Donc, il faut chercher. Mais qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une grossesse extra-utérine? Pourquoi certaines femmes peuvent avoir une grossesse intra-utérine, donc bien positionnée, qui évolue normalement, et d'autres se retrouvent avec des grossesses qui sont extra-utérines? La grossesse, il y a plusieurs causes là. Toute perturbation de la mobilité de la trompe. Parce que la trompe est munie de mouvements physiologiques qui permettent à l'œuf de revenir. Puisque l'œuf n'a pas une mobilité. C'est le spermatozoïde qui a une mobilité. La trompe est dotée d'une mobilité physiologique qui doit ramener l'œuf dans la cavité utérine. Donc, toute perturbation de la mobilité, que ce soit mobilité due à des maladies, que ce soit due à un traitement antérieur, peut entraîner cette grossesse extra-utérine, c'est-à-dire peut empêcher l'œuf de revenir dans les 6 à 7 jours dans la cavité utérine. Parmi ces causes, on peut, par exemple, citer les infections génitales qui touchent les trompes. Ces infections génitales qui touchent les trompes empêchent la mobilité. Les infections dues souvent à un germe qu'on connaît le plus, le chlamydia trachomatis, qui est le plus souvent responsable. Pas toujours responsable, mais le plus souvent responsable. Il y a aussi les causes qui peuvent être dues à certaines chirurgies qui ont été faites sur la trompe. Par exemple, si en temps, on avait fait une radiographie qui avait trouvé que les trompes étaient ligaturées, parce que ça peut arriver que physiologiquement, étant donné que c'est une corde, que ça se ligature. Et quand ça se ligature, on peut aller pour déligaturer. Entre-temps, quand c'était ligaturé, il y aurait peut-être des phénomènes, il y aurait peut-être des inflammations qui ont eu une lésion sur la trompe, ce qui empêche la mobilité normale de la trompe. Il peut avoir, il peut arriver qu'au cours de la grossesse extra-utérine, d'une grossesse extra-utérine, qu'on ait fait une intervention pour conserver la trompe. Parce que souvent, le traitement amène à aller à l'ablation de la trompe, c'est-à-dire à enlever la trompe. Donc, il peut arriver qu'on aille conserver la trompe. Si on va conserver la trompe, ça peut être aussi à l'origine d'une autre grossesse extra-utérine. Parce que la trompe qui a été conservée, ça veut dire que cette trompe avait été atteinte d'une grossesse extra-utérine. Il y a une lésion à ce niveau-là. Et si une grossesse se produit là, ça peut être à l'origine d'une autre grossesse extra-utérine. Donc, c'est en cela qu'on dit qu'une grossesse extra-utérine est souvent un facteur favorisant. Parce que tout ce que je cite là est souvent un facteur favorisant d'une autre grossesse extra-utérine. Ça veut dire qu'une femme qui a eu une première fois une grossesse extra-utérine peut avoir une deuxième fois grossesse extra-utérine et plusieurs fois d'autres. Peu. C'est pas exclusivement ça. C'est pas exclusivement ça. Peu. Bon, l'évolution de la grossesse extra-utérine, est-ce qu'elle est quand même assez délicate? Comment une femme arrive à porter cette grossesse jusqu'à terme? On n'aime pas que la femme porte cette grossesse-là. Parce que il y avait un schéma qui était passé. On va revenir avec l'image. Quand la grossesse est implantée au niveau de la trompe, cette grossesse va se développer là. Et quand vous avez à nouveau l'image. Non, l'autre image. Quand ça, au niveau de la, vous voyez au niveau de la trompe, il y a des vaisseaux qui sont là. Oui, tout à fait. En dessous de la trompe. Quand l'œuf s'implante, comme des mèches, vous voulez dire, les vaisseaux là, c'est ce qui est comme des mèches là. Non, le bleu et le rouge. Ah, le bleu et le rouge, d'accord. D'accord. Donc, il y a les vaisseaux qui sont là. Quand l'œuf s'implante là, ça entraîne, au cours de la multiplication de l'œuf, il entraîne une distension de
de la trompe. La trompe n'est pas destinée à garder l'œuf. La distension est à l'origine de la douleur, surtout chez la femme. Et l'œuf, normalement, arrivé dans la cavité utérine, avec le trophoblast, qui est un composant de l'œuf, érode la cavité utérine pour s'y implanter. Et c'est ça qu'on appelle l'anidation. Cet œuf-là, quand c'est au niveau de la trompe, érode également la trompe, et les vaisseaux qui sont là sont érodés, ce qui fait que cette femme va commencer par saigner à l'intérieur. Il y aura rupture il y aura rupture de la trompe et rupture des vaisseaux. Exactement. Ce qui fait que cette femme va saigner à l'intérieur et ce sera l'origine d'un hémopéritoine, du sang dans la cavité péritoniale. Et si on ne fait pas vide, cette hémorragie peut être à l'origine du décès de cette femme. Ah, de la femme même, du décès de cette femme. Oui, donc ce n'est pas une grossesse qu'on aime porter jusqu'à terme. Il y a des rares cas que les grossesses extra-utérines, parfois méconnues, peuvent être portées jusqu'à terme. C'est quand il s'agit d'une grossesse extra-utérine abdominale, par exemple, où souvent nos femmes ne vont pas faire les échographies très tôt en consultation. La grossesse extra-utérine, la trompe, quand l'œuf est fécondé, l'œuf n'est pas remonté, mais l'œuf est tombé dans la cavité abdominale. Et quand l'œuf est tombé dans la cavité abdominale, l'œuf se développe dans la cavité abdominale. C'est une grossesse extra-utérine, puisqu'elle n'est pas dans l'utérus, au niveau de la cavité utérine. Donc cette grossesse parfois évolue et va jusqu'à terme. Mais dans ces conditions-là, vous convenez avec moi qu'il faut aller faire une césarienne pour faire sortir l'enfant, puisque l'œuf n'est pas dans la cavité utérine pour que ça puisse sortir par le vagin. Ça, c'est le cas d'une grossesse extra-utérine abdominale. Mais le premier cas qu'on a vu, c'est extra-utérine, mais au niveau des trompes. Comment vous réagissez face à cette grossesse? Si le diagnostic est précoce, ça va dans l'intérêt de la femme. C'est pour ça qu'on dit, toute femme qui a une aménorrhée, c'est-à-dire qui perd ses règles, doit faire un test de grossesse et faire une échographie. Si vous perdez vos règles 1 semaine, 2 semaines, il faut aller faire une échographie pour voir ce qui se passe. Parce que vous pouvez ne pas être enceinte et ne pas trouver les règles aussi. Oui. Donc, il faut s'assurer que vous n'êtes pas enceinte. Et si vous n'êtes pas enceinte, ça c'est bon. Mais si vous êtes enceinte, il faudrait alors faire une échographie pour savoir où se trouve la grossesse. Est-ce que la grossesse est intra-utérine? Si la grossesse est intra-utérine, celui qui doit vous faire l'échographie doit chercher à savoir est-ce qu'il n'y a pas une autre grossesse extra-utérine. Parce que, il ne faut pas qu'on oublie, il y a des rares cas où il y a des grossesses intra-utérines et grossesses extra-utérines chez la même femme. À la fois. À la fois. On a des phénomènes de jumeaux, non? Oui, bien sûr. Donc, il y a des phénomènes de jumeaux. Donc, il peut arriver que l'une des grossesses soit intra-utérine et l'autre soit extra-utérine. Maintenant, si celui qui doit faire l'échographie doit chercher, est-ce qu'il y a une grossesse intra-utérine? Oui, mais il faudrait qu'il fouille. De l'autre côté, pour voir s'il n'y a pas un sac gestationnel, c'est-à-dire une grossesse qui évolue encore ailleurs. S'il n'y a rien qui évolue ailleurs... Au cours de la multiplication de l'œuf, il se peut qu'un œuf reste dans extra et que l'autre soit dans extra. C'est ce que je veux comprendre. Non. Oui, ça, quand vous rentrez dans le phénomène des jumeaux, quand la grossesse, ce que vous dites, quand la grossesse jumellaire, pas d'un seul œuf, ça ne peut pas donner une grossesse hétérotopique. C'est-à-dire que la grossesse hétérotopique, c'est-à-dire l'une dans la cavité utérine et l'autre dans la cavité et en extra-utérine. Mais quand, dans des rares cas, on observe que il y a eu 2 ovulations. D'accord. Au niveau des 2 ovaires. Wow. Vous comprenez ce que je dis? Là, ça peut donner une grossesse jumellaire, ce qu'on appelle souvent des faux jumeaux. Au lieu que ça soit l'une des trompes, l'ovule provenant de l'une des ovaires, les 2 ovaires simultanément peuvent donner. Donc il y a fécondation des deux côtés. Des 2 côtés. Et là, en ce moment-là, parfois, l'une peut être extra et l'autre extra. Donc c'est l'échographie. C'est pour ça qu'on dit, dans tous les cas, même si le test est positif, c'est bon, ça fait la joie parce que la femme est enceinte, mais il faut faire une échographie pour savoir où se situe la grossesse et il n'y a pas une grossesse intra et une grossesse extra dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a possibilité d'éviter une grossesse extra-utérine?
Je ne dirais pas qu'il y a une possibilité. La seule chose que je peux dire, c'est que il y a des... On ne peut pas dire que... Parce que les infections génitales hautes, par exemple, qui sont à l'origine de la plupart des grossesses extra-utérines, on ne peut pas dire qu'on peut l'éviter. Parce que la cavité utérine chez la femme communique avec le vagin, même si de temps en temps c'est fermé. Donc, il peut arriver qu'il y ait des infections génitales hautes, c'est-à-dire des infections qui touchent la trompe. Toujours est-il que quand la femme commence par avoir un certain âge, surtout que dans nos conditions, dans nos villes actuellement, la procréation chez la femme n'est plus souvent à 18 ans, à 20 ans, mais peut-être en ville ici, souvent il faut attendre que la femme a 30 ans, 35 ans avant de tomber enceinte. Et dans ces conditions-là, avant que la femme ne tombe enceinte, si elle voit un gynéco, on peut essayer de mettre un traitement anti-infectieux avant qu'elle ne tombe enceinte. Vous voyez un peu ce que je dis. Pour éviter les cas d'infection. Ouais. Je peux dire aussi qu'il y a le tabagisme qui joue un rôle important. C'est que ce n'est pas encore dans les habitudes de nos femmes ici que la femme fume. Mais le tabagisme joue un rôle important dans la survenue de la grossesse extra-utérine. Et en dehors de ça, c'est les autres causes que j'ai citées. Toute manipulation de la trompe à travers la chirurgie ou bien toute chirurgie de la région pelvienne qui peut entraîner des adhérences, c'est-à-dire la présence de certaines fausses membranes au niveau des trompes qui relient les trompes à l'utérus des trompes peut être à l'origine d'une grossesse extra-utérine. Alors, allons explorer un peu le terrain de la contraception. Par exemple, est-ce que ça peut aussi provoquer, ça peut être une cause de grossesse extra-utérine, par exemple le port de stérilet, est-ce que ça empêche d'abord l'ovulation? Le stérilet n'empêche pas l'ovulation. Et c'est en cela que le stérilet protège moins la femme de la grossesse extra-utérine qu'une grossesse intra-utérine. Parce que la présence de stérilet empêche la grossesse intra-utérine. Mais ça n'empêche pas totalement une grossesse extra-utérine. Alors, on sait que, par exemple, on ne dira pas que c'est le stérilet qui est à l'origine de la grossesse extra-utérine. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit savoir, parce que puisque le stérilet n'empêche pas l'ovulation, donc ça n'empêche pas la grossesse extra-utérine. Mais la présence du stérilet dans la cavité utérine empêche la nidation. C'est d'ailleurs la question que je voulais poser, puisqu'on sait que le stérilet, c'est un dispositif qui est implanté dans la cavité utérine. Est-ce que l'implantation de ce dispositif dans la cavité utérine empêche une grossesse? Ça n'empêche pas une grossesse extra-utérine, mais ça empêche une grossesse intra-utérine. C'est-à-dire que c'est dans le meilleur des cas, ce n'est que là mais le stérilet qui est là, c'est pour empêcher une grossesse. En fait, dans la méthode de contraception, la méthode de contraception est mise pour empêcher que pendant que la femme porte la méthode, elle n'ait pas une grossesse en cette période-là. Oui, c'est bien elle ça. N'est pas une grossesse. Elle n'est pas une grossesse. Donc, à partir du moment où le dispositif est dans la cavité utérine, la femme va continuer à ovuler normalement, mais elle ne tombera pas enceinte. Elle peut tomber enceinte, c'est une grossesse extra. Donc, elle n'aura pas une grossesse dans la cavité utérine, mais elle peut avoir une grossesse dans la cavité extra-utérine. Très bien. Puisqu'elle ovule. Donc, c'est même pour ça que les méthodes de contraception ne sont pas à 100% efficaces. Parce que s'il y a une grossesse extra-utérine qui intervient, c'est peut-être la marge c'est dans des cas rares. C'est des cas rares. Des cas très rares. Des cas très rares. Très rares. Justement, parlons justement de cette méthode de contraception. Le stérilet, ça empêche quoi? Ça n'empêche pas l'ovule d'ovuler. Ça n'empêche pas l'ovulation. Mais les spermatozoïdes. Ça inactive aussi les spermatozoïdes. Et ça fait comment ça fait? Il peut arriver. Il y a les spermatozoïdes têtus. Il vaut mieux savoir. Il y a un qui s'échappe. Qui est plus fort que tous les autres, qui arrive à s'échapper. Oui, ce qu'on entend de cette, je dirais pas de cette maladie
de ce c'est une pathologie. Comment on appelle ça, malformation. C'est pas une malformation. C'est un problème, c'est un problème. De cette situation sanitaire. C'est que quand ça intervient, vous dépensez beaucoup d'argent. Vous allez voir des gens qui prennent leur jambe à leur cou parce que c'est compliqué. Alors dites-nous quelle est la courbe d'évolution de la grossesse utérine. À quel moment il faut pouvoir arrêter ça pour que la femme ne puisse pas succomber de cette grossesse-là? Oui, c'est intéressant. Ce que j'aimerais dire, comme je l'ai dit, chez nous, toute femme qui vient nous voir pour douleur pelvienne ou pour métrorragie, et on sait que cette femme est en activité génitale, la première chose c'est d'aller vérifier si elle est enceinte. Si elle est enceinte, vérifier si la grossesse est dans la cavité utérine. C'est capital. C'est pour dire à toutes les femmes qui nous écoutent, si vous perdez vos règles, faites un test de grossesse et faites une échographie. C'est plus avantageux pour vous parce que si ça évolue, vous allez dépenser plus cher. Et vous risquez de perdre la vie. Si la grossesse extra-utérine est diagnostiquée tôt, un traitement médical est possible. Pour ramener l'œuf dans la cavité utérine. Pas pour ramener l'œuf dans la cavité. Pour suivre l'évolution. Toujours est-il qu'il n'y a rien à faire quand c'est grossesse extra-utérine, ça veut dire qu'il faut l'arrêter, il n'y a rien à faire. Il faut l'arrêter. Alors que quand on voit le schéma, la trompe c'est comme un câble. Est-ce qu'on ne peut pas pousser l'œuf ou alors tirer, ou alors, c'est ça, aspirer l'œuf et lui dire attention, reviens. Et on peut pas le faire. À 7 jours que l'œuf a pour venir s'implanter, quand l'œuf s'implante quelque part, l'œuf est là. L'œuf, avec le trophoblast, s'implante, c'est-à-dire érode les cavités pour pouvoir s'implanter, pour pouvoir, je vais dire, s'agripper. Donc il n'est plus possible de le déplacer. Si vous le déplacez, c'est que l'œuf là est gâté. Vous cassez l'œuf. Vous comprenez? Très bien. Et de l'autre côté, quand vous enlevez, ça veut dire que vous allez faire saigner cette trompe là. C'est clair. Et cette trompe là est abîmée, cette trompe là ne peut plus porter une grossesse et ça porte un risque de grossesse extra-utérine, comme je l'ai dit. Encore, tout à fait. Donc, quand le diagnostic est fait tôt, le traitement médical est possible. On vous demande, on fait une échographie, on évalue. Il s'agit d'une grossesse extra-utérine, c'est vrai. On fait le dosage de certaines substances, dont le bêta-HCG. On évalue l'hémopéritoine, la quantité du sang qu'il y a dans la cavité et péritonéale, la cavité pelvienne, pour voir. On associe d'autres paramètres et on fait une injection pour entraîner la lyse de cet œuf-là. Ça voudra dire... La lyse, c'est la destruction de cet œuf-là. Et l'injection, on fait l'injection. Avant l'injection, c'est vrai qu'on fait un certain nombre de bilans. Et on demande à la femme, on dit à la femme toutes les conditions qui sont autour. Parce qu'il faut faire un dosage, c'est-à-dire jusqu'à ce que les bêta-HCG soient négatifs. Donc, le traitement médical est possible si le diagnostic est fait tôt. Si le diagnostic est fait tôt, ça veut dire que le dosage des bêta-HCG est à un niveau donné. Et là, ça permet d'aller à un traitement médical. Mais quand vous parlez de traitement médical ici, c'est pas un traitement pour conserver la grossesse. Non. C'est-à-dire, on arrive à sauver la femme. On arrive à sauver la femme. On arrive à sauver la femme. On lui évite une intervention chirurgicale. Ok, d'accord. Ok. On lui évite une intervention chirurgicale. Parce que quand on laisse l'œuf là évoluer, on laisse. Non, on laisse. Quand on laisse l'œuf évoluer, avec le trophoblast en place, cela érode. Comme je l'ai dit, cela érode et la trompe et les vaisseaux qui sont là, et l'hémorragie survient. Donc pour ne pas en arriver là, s'il y a hémorragie, on ne peut plus mettre un traitement médical. Il faut aller sauver, arrêter le robinet qui est à l'intérieur. Donc là, c'est que le diagnostic est posé très tôt. Très tôt. Très tôt. Oui. Sinon, on est dans la situation des complications qui peut entraîner même la mort de cette femme-là. Oui, pas hémorragie, parce qu'il y a une hémorragie à l'intérieur. D'accord. Mais si ce traitement est fait pour nous permettre de rassurer les uns et les autres, quand le traitement est fait très tôt comme ça, est-ce que la femme a des chances de retomber enceinte et d'avoir une grossesse normale, c'est-à-dire une grossesse qui est bien implantée dans la cavité utérine? Oui. Il y a toutes les chances. Il y a toutes les chances. Pour ça. Puis de toutes les façons, il y a aussi deux trompes. La femme a aussi deux trompes. Même si on allait au traitement chirurgical, parce que le traitement chirurgical, dans la majorité des cas, on va à la salpingectomie, c'est-à-dire on va jusqu'à
faire l'ablation, couper la trompe, enlever la Donc trompe. cette trompe-là, elle n'est plus fonctionnelle. N'est plus fonctionnelle. D'accord? Donc c'est l'autre trompe que la femme va utiliser pour les conceptions. D'où on dira que ça a un impact, ça diminue la fertilité de cette femme-là. Parce que ça fait une chance sur deux maintenant. Est-ce que ça peut arriver que l'autotrompe aussi garde une grossesse extra-utérine? Oui, ça peut arriver. Dans ce cas, on fait l'ablation de la seconde trompe. On fait l'ablation pour sauver la femme. Elle peut concevoir par autre méthode. In vitro. In vitro. Simplement. Oui. Il n'y a plus de conception naturelle. Il faudra faire recours aux autres méthodes de conception. Mais y a-t-il rien à faire pour prévenir l'apparition d'une grossesse extra-utérine? C'est ce que j'ai dit. Éviter les infections. Éviter les infections, éviter le tabagisme. Oui. Éviter les infections, éviter la consommation du tabac. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une idée des statistiques au Bénin? Les grossesses extra-utérines font 3 à 5% des grossesses. Mais souvent, ça nous fait courir. Oui. Ça vous fait courir, vous, spécialistes en santé, oui. Et surtout, le mari. Oui, ça fait courir le mari. Si le mari nous accompagne, c'est bien. Souvent c'est une grossesse au début. Les parents n'ont pas les moyens. Ce n'est pas une grossesse qui est restée là, on a pris le temps de se préparer, de cotiser, tout ça. Et c'est là que nous-mêmes, parfois, on est obligé d'aider, de mettre la main dans la poche, de tout faire pour pouvoir sauver. Parce qu'on sait que c'est une situation, le mari ne s'attend pas à ça. Si c'est une grossesse qui est arrivée à terme et il est là, dit qu'il n'a pas les moyens là, il est inexcusable. Il a eu tout le temps de se préparer. Ce qui n'est pas évident. C'est quand même au moins 8 mois. Oui. Au moins 8 mois. Donc, oui. Là maintenant, c'est souvent à peine 2 mois. Et il faut agir vite. Il faut agir vite pour éviter pour éviter le pire. D'accord. On va finir peut-être avec quelques conseils. Oui, allez-y. Oui, des conseils, docteur. Les conseils, c'est qu'il faut que la femme, l'hygiène intime, que la femme soit propre. Oui, en achetant les produits de toilette, c'est ça? Non. Je peux dire par exemple, quand la femme veut faire les toilettes, il y a une manière de faire les toilettes aussi. On ne fait pas la toilette en utilisant du savon. Utilisez de l'eau naturellement, parce que si vous utilisez du savon, vous allez déséquilibrer la flore vaginale. Il y en a qui utilisent même eau de javel plus. Et ce qui favorise la multiplication d'OGM. Quand il y a déséquilibre de l'écosystème, parce que il y a tout dans le vagin, mais tout est en équilibre. Ça c'est un sujet très intéressant. Peut-être qu'un de ces mardis, on pourrait aborder la question de l'hygiène intime chez la femme. Oui. Parce qu'il y a énormément vous nous emmenez rien que des femmes en plateau. Rien que des femmes en plateau. Oui, non, mais ce sont nos mères. Si la femme a une bonne santé... la famille se porte bien. La famille se porte bien. Et vous êtes impliqué dans ça. Non, c'est important parce qu'aujourd'hui, avec l'apparition d'une nouvelle méthode... qui concourt, mettons quoi, à apporter, disons, quand on lit un peu les réseaux sociaux, plus de piquant dans l'intimité, je crois qu'il va falloir forcément qu'on se penche là-dessus. Parfois, on vous dit, on fait la toilette avec tel produit, vous rétrécissez l'appareil génital, que vous mettez ça. Ça fait plus intéressant. Voilà, donc je crois que c'est important qu'on aborde parce qu'aujourd'hui, il y a bien de choses qui font là où ça ne doit pas être. Oui. Et puis, ça peut aussi être à la base de ce type d'anomalie qu'on constate en termes de grossesse. C'est ça. Quand on parle de l'hygiène intime, je crois que ça ne concerne pas que la femme. L'homme aussi. Est-ce que l'homme aussi vous n'avez que votre phallus. Je pose la question. Je pose la question à un. Vous n'avez que votre phallus. Vous voulez faire quelque chose. En attendant que le médecin ne réagisse par rapport à ça, il y a quand même il y a une particularité en termes de présentation même de l'appareil génital. Alors, la chance pour l'homme, c'est que l'appareil génital, en grande partie, est à l'extérieur. Et pour la femme, c'est à l'intérieur. C'est pour ça que c'est plus délicat
d'entretenir. C'est pour ça que l'extérieur va vers l'intérieur. En fait. Moi, je fais la question plus sérieusement parce que l'homme aussi, quand même, s'infecte. Comment ça se fait? C'est ça justement la question. Ce sont des rapports sexuellement protégés. Mais alors, dans ce cas, ça veut dire qu'il a pu attraper ça quelque part. Est-ce que quand on fait les rapports, est-ce qu'il y a une manière de se nettoyer, de s'auto-nettoyer? C'est ça, c'est ce que je veux savoir. La question de l'hygiène intime concerne aussi bien les hommes que les femmes. Peut-être pas de la même manière. C'est plus prononcé au niveau des femmes. Vous n'avez que le phallus, vous savez comment vous nettoyez. Si vous ne pouvez plus vous... Ok, bon, on laisse tomber. Sinon, une question. La question des femmes... Non, l'hygiène, c'est plus important chez la femme que chez l'homme. Il s'étonne en plus. Mais ça concerne aussi l'homme. Ça bien l'homme. Est-ce que l'homme, parce que chez la femme, c'est beaucoup plus important. Oui, parce que l'appareil génital de la femme étant à l'intérieur, et c'est beaucoup plus ouvert chez la femme que chez l'homme à travers la vulve. Donc, il faudrait beaucoup plus faire attention par rapport à l'hygiène chez la femme que chez l'homme. Chez l'homme, le méa urétral souvent dia fermé, c'est quand tu veux uriner que ça s'ouvre. Mais si vous voulez introduire des produits, bon, c'est à vous de voir. Non, quand on va uriner, ça s'ouvre, mais il y a des spécialistes qui vous conseillent après le rapport sexuel d'uriner rapidement. Il y a d'autres qui vous disent que quand vous avez un phallus qui est assez poilu et il y a des pores qui sont là, qu'il faut prendre des produits pour nettoyer ça aussi. C'est ce que je veux savoir. Oui, donc il y a aussi l'hygiène à ce niveau. Ça fait partie des... C'est pour éviter souvent les IST. Alors c'est ce que nous disons. Donc ça veut dire que... L'hygiène dont moi je parle, c'est pas pour les IST. C'est pour la santé de la femme. D'accord. Et de l'enfant. C'est pour la santé de la femme. Bon, mais monsieur l'arrive ou bien? Ah oui, c'est ça justement la question. Quand on parle d'hygiène intime. Je pense qu'on a un autre sujet en instance qu'on pourrait aborder, la question de l'hygiène intime. Et on aura des images de l'hygiène intime. Oui. Ça va être difficile d'avoir des images. Mais on pourrait dire ce qu'il faut faire, mais vraiment de façon terre à terre. Interroger nos soeurs, interroger nos épouses. Parce que comme Hakim a dit, il y a beaucoup de techniques aujourd'hui que les femmes utilisent et voir les dangers que ces techniques-là présentent pour leur santé. Il y en a même quand vous voyez leurs doigts, les ongles sont à une certaine hauteur. On se demande comment ils ne savent même pas s'ils arrivent à les utiliser pour... Non, difficilement ils arrivent pour manger. Non, mais ça n'a rien à voir. Parce que quand on va se mettre à parler d'hygiène intime, quand on va se mettre, non, j'en ai pas, donc rassurez-vous. Quand on va se mettre à parler d'hygiène intime, je suis sûre que le médecin va nous dire qu'il ne s'agit pas d'introduire le doigt dans la cavité. Je suis d'accord, mais il y a un minimum de doigts qui nécessite quand même... On n'a pas à mettre les doigts à l'intérieur. Un certain usage. Quand vous avez vos 60 centimètres... Ça participe de l'esthétique de la femme aussi. De tout ça, on parlera de ces quatre. Allez, on reviendra sur ça. On va aborder le sujet. Très rapidement, vous restez avec nous. Hein. On va parler de... Voilà, deux sujets, pêle-mêle, rapidement. Une année scolaire de finie, déjà, puisqu'il y a eu les examens de fin d'année qui se sont déroulés, le stress qui gagne, je dirais, les candidats, les parents d'élèves également, dont les enfants sont allés aux différents examens. Alors, une année de terminée, une autre déjà, qui pointe à l'horizon, puisque en envoyant les enfants en vacances, les enfants sont revenus avec de petites notes adressées aux parents par rapport à la réinscription et tout ce qui suit. Le stress est permanent. Ça, c'est au niveau des établissements privés. Sinon, dans les établissements publics, les enfants, certains partent en vacances, je crois, dans cette semaine. Publiques, mais dans les privés, c'est déjà depuis environ 2 semaines, je crois. Ce sont ceux qui sont rentrés, et pas totalement avec tous, certains qui sont rentrés peut-être avec des notes de leurs administrations respectives. Ces notes, comme d'habitude, vous donnent le tournis et vous vous rappelez que toutes les fois où il est question d'élaborer sur cette affaire, je n'ai jamais compris comment est-ce qu'on laisse aller, on laisse faire certains promoteurs d'établissements, parce que je ne comprends pas que l'enfant soit dans l'établissement, il est inscrit. Après, comme vous l'avez dit, l'enfant, on le renvoie pour les vacances et qu'on lui remet une note où les parents sont appelés à le réinscrire dans son même établissement à des montants faramineux.
Il y en a qui vous demandent même 30 000 francs par enfant pour la réinscription. Il y en a qui demandent 50 000 francs par enfant pour la réinscription. Et vous constatez souvent ce montant vertigineux beaucoup plus. Et là, malheureusement, il va être obligé de dire les choses en tant que tel chez les parents qui envoient les enfants, parfois dans les établissements confessionnels. Je ne comprends pas comment est-ce que ça fonctionne. Quand on demande à un enfant d'être réinscrit à 30 ou à 50 000 francs CFA, la condition, même je ne sais pas finalement à quoi elle va servir, parce qu'elle-même elle va environ 150 200 000 francs CFA. Et ça dure depuis des années. Nous avons plusieurs fois interpellé ici le ministère en charge de ce secteur de l'éducation pour qu'on puisse au moins siffler la fin de la récréation. C'est vrai qu'au niveau de la contribution, ça peut varier parce que ce n'est pas les mêmes commodités. Il y en a qui ont des bâtisses très intéressantes et donc du coup, l'investissement a une hauteur très importante. Mais aller jusqu'à demander 30 000 francs, 40 ou 50 000 francs pour réinscrire son enfant alors qu'on a 4 ou 5 dans l'établissement, ça fait environ 200 000 francs pour la réinscription. Compte non tenu de la contribution et de tout ce qui va venir après, franchement, je crois qu'une fois encore, Saliman Karim est appelé à réagir au plus pressé. C'est important que cette... Ça, c'est au niveau du primaire. Ça, c'est au niveau du primaire. Oui. Ça va aussi au niveau du secondaire. Là, franchement, et ce n'est pas que ça ce n'est que la réinscription. Oui. Les faux frais sont, ce que moi j'appelle faux frais, sont bien installés là, et à la rentrée, vous êtes obligé de faire face à ces dépenses. Et en attendant, moi j'ai pris comme slogan depuis environ 4 ou 5 ans de dire aux parents que ça fait bon vivre désormais dans les établissements publics. Il n'y a plus de grève. Oui. Les anciens qu'on utilise au niveau du privé, ce sont ceux qu'on a encore au niveau du public. Il y a une possibilité de réorienter nos enfants pour ceux qui n'ont pas vraiment, qui en ont marre de cette dépense en emploi final au niveau des établissements privés, d'envoyer les enfants dans le public, parce que là, quand on suit les résultats même de fin d'année, ils sont nombreux qui sont des leaders, les premiers au thème des examens, qui viennent de nos collèges publics. Et donc, du coup, il va falloir qu'on puisse commencer par penser à ça. Parce que franchement, c'est trop. C'est très embêtant. Je vois Dr Léopold très, très concentré sur vos propos. Apparemment, il vit la même chose. Il vit la même chose, parce que ce n'est pas facile pour les parents. C'est pas facile pour les parents de débourser 200 000 francs pour les frais de réinscription. Si vous voulez savoir, vous voulez avoir une idée de est-ce que l'enfant est là, est-ce que l'enfant reprendra l'année prochaine, bon, demandez une modique somme, 1 000 francs, 2 000 francs, pour confirmer que l'enfant sera là. Là, ça rentre dans vos statistiques. C'est-à-dire par rapport à ceux qui viendront pour pouvoir savoir quel nombre il faut prendre. Mais 50 000 francs, mon Dieu. Ah oui, pour la réinscription. Pour la réinscription. Bon, je voudrais profiter parce que c'est la période des vacances, les jeunes filles qui vont en vacances et autres là, il faudrait... Qui se découvrent de nouveaux copains. Qui se découvrent de nouveaux copains. Et le problème, vers la fin des vacances, on se retrouve avec une grossesse. Oh, ça, c'est le médecin gynécologue qui parle maintenant. Je voulais profiter parce que et qu'est-ce qu'on fait souvent, qu'est-ce qu'on remarque souvent, c'est que on a déjà vu ça plusieurs fois. Quand vers le mois de septembre, octobre, elle vient, elle dit qu'elle est enceinte et qu'elle a tenté d'avorter. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la loi sur l'avortement a été votée. Elle dit qu'elle est enceinte et qu'elle a tenté un avortement chez quelqu'un qui se trouve quelque part. Un avorteur. Un avorteur, quelque part. Un avorteur de fortune. De fortune. Ça. Et et ça nous fait courir parce que souvent, ces gens-là ne vont pas, c'est-à-dire ils n'ont pas recours à une échographie, par exemple. Elles font seul, la fille fait un test de grossesse avec les urines tout court, elle dit qu'elle est enceinte, mais souvent ça peut être une grossesse extra-utérine, et c'est souvent parfois une grossesse extra-utérine. Et quand c'est une grossesse extra-utérine, lui, l'avorteur la main sur la table et dit bon, il est en train d'avorter, il met des dispositifs, un spéculum, et il dit qu'il va nettoyer. Il ne sait même pas là où se trouve la grossesse. Vous voyez un peu? Et là, il ne fait rien, mais la grossesse est toujours là. Étant donné que le diagnostic de cette grossesse extra-utérine n'est pas fait précocement, ce qui fera que cette fille-là fera une hémorragie, une hémopéritoine, et elle mourra juste à la rentrée. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, c'est un drame, il faudrait attirer l'attention des parents sur ça.
Oui. D'accord. Souvent, ça vient vers la rentrée. Et elle vient. Comme l'a dit quelqu'un, ça fait partie des fournitures scolaires qui sont à l'école. Quand les vacances ont été bien mouvementées, on peut se retrouver avec des cas de figure comme ça. Et ça interpelle énormément les parents qui, une fois encore, doivent rester très vigilants. Il y a plusieurs façons de quand même entretenir les enfants, tenir compte de ce que... Parce que les enfants grandissent aussi. Et il faut savoir comment les canaliser, comment les orienter. Au besoin, s'il faut faire recours à des méthodes de contraception. En tout cas, suivre véritablement tout ça avec les enfants. Des loisirs sains. Il faut pouvoir en créer pour les enfants et éviter qu'il y ait un peu trop de distraction ou bien même des sorties qui ne sont pas toujours contrôlées, qui pourraient exposer à de telles situations. Malheureusement, à la rentrée, avec le lot de dégâts que ça peut poser. Parce que, comme le médecin l'a dit, quand on ne sait pas, l'enfant même prend l'initiative d'aller se faire avorter, par exemple, c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas, même si ce n'est pas une grossesse extra-utérine, ça peut complètement handicaper la vie reproductive de la femme pour la suite. Parce qu'en mettant des instruments, on va créer un désordre à l'intérieur. Et puis, donc, il faut faire vraiment très attention. Pour en venir maintenant à la question de la fin de l'année, moi, j'ai même constaté que à cette fin d'année, peut-être que c'est la première fois que j'ai vu ça ou que ça existait depuis. Dès que vous venez pour avoir les résultats de l'enfant, puisque c'est les parents qui vont chercher les bulletins de notes et tout ça, c'est agrafé derrière déjà la liste des fournitures. Oui. Vous avez la fiche de réinscription, puisque de plus en plus les écoles demandent d'aller à la banque maintenant pour la réinscription dans un délai bien donné. Et l'autre chose, c'est sur les fiches, vous allez voir, c'est même inscrit déjà à l'ordinateur le numéro de compte et tout quoi. Donc on ne veut même pas vous fatiguer. Le contact physique avec du tout pas. Vous allez à la banque, vous payez et le délai est bien défini. Voilà qui stresse davantage les parents parce que ce n'est pas de petits montants pour la réinscription dans un délai d'1 mois maximum. Et après, les tranches à payer, la première tranche, la deuxième tranche, la liste des fournitures. Surtout si vous avez beaucoup d'enfants, c'est un stress qui est énorme. Donc, je pense qu'il faut travailler à réglementer tout ça et éviter parce que les enfants sont en vacances. Le stress déjà pour les parents, c'est comment occuper les enfants pendant ces vacances-là. Comment permettre aux enfants d'avoir les 3 repas quotidiens de façon bien équilibrée parce que soigner les enfants, donc, c'est déjà des charges pour les parents, indépendamment de ce qu'il faut être en train de réfléchir à la rentrée avec la liste des fournitures. Donc, c'est vrai, le public aujourd'hui offre beaucoup de possibilités. Après, la vie est un choix. Si vous décidez d'amener vos enfants dans une école privée, bon, mais vous assumez. Alors, docteur, est-ce qu'on peut comprendre le fait que beaucoup d'hommes ont des cheveux blancs aujourd'hui sur la tête? Est-ce que ça dépend également de la situation carrément quoi qui est-ce qu'on peut... Ça ne fait pas partie des courses? Non, ça ne fait pas partie des courses. Le stress, quoi. Ça ne peut pas être à l'origine de l'apparition des cheveux blancs. Les soucis du quotidien. Mais voilà qu'il y a des gens qui ont beaucoup de soucis, mais qui n'ont pas de cheveux blancs aussi. Sinon, quand on en rencontre dans nos discussions, ils disent que ce sont les soucis. D'accord. Oui, je pense que autant il faut interpeller les ministres des 3 de l'enseignement, maternel, primaire, secondaire et puis supérieur. Autant également il faut interpeller le patronat des écoles privées au Bénin. Parce que je me dis, s'ils se sont mis ensemble pour avoir un patronat, c'est quand même pour pouvoir réguler un peu, pour quand même essayer d'organiser un peu. De notre ami ce qui peut encore l'être, c'est qu'il ne faut pas laisser trop de pagaille. Comme l'a dit Akimé, aujourd'hui beaucoup de parents font l'option d'envoyer leurs enfants dans le public. Et en faisant ainsi, c'est que le privé qu'ils sont censés organiser est en train de perdre des clients comme ça. C'est vrai que si par le passé, le public est défaillant, aujourd'hui, le public offre assez d'une formation. La preuve, c'est qu'on a fini une année sans grève, sans rien. On attend juste que les résultats sortent. Je pense qu'il faut quand même que l'État, qui régule ce secteur aussi, l'État qui est censé assurer l'éducation de nos enfants, que l'État puisse intervenir pour arrêter
cette saignée, nous éviter d'avoir des cheveux, des cheveux blancs. Allez, vendredi, samedi dernier, il y a eu pluie sur Cotonou, Calavi, Grand Popo, Porto Novo, un peu partout sur le sud du Bénin. Et c'est le journal Fraternité ce matin qui revient sur les désagréments causés par la pluie, notamment dans certaines villes comme Cotonou et Abomey-Calavi, des villes qui ont bénéficié du projet, de la première phase du projet asphaltage. Devrait-on comprendre pourquoi les rues sont inondées? Herman. Oui, des rues inondées, ce qui est catastrophique ici, c'est de constater que des voies pavées ou des voies bitumées sont inondées. C'est à croire qu'il n'y a pas eu une étude préalable à l'implantation de ces différentes voies. Et le cas le plus préoccupant, c'est le cas Étoile Rouge, Raï-Voudjé, où depuis des années, le phénomène est là. Et quand il pleut, la fois dernière, il y a eu assez de véhicules tombés en panne dans cette j'appelle ça lac pavé. Et on ne comprend pas que jusque-là, la mairie de Cotonou, encore moins le ministère du cadre de vie, ne puisse pas apporter des solutions à cette inondation qui, tout le temps, quand il pleut, s'érige devant un supermarché. Je ne vais pas nommer le nom du supermarché. Donc, du coup, aujourd'hui, on peut comprendre encore que, oui, une fois qu'ils ont fait des bitumes et des trucs dans l'asphaltage, qu'on puisse assister à certaines choses à corriger au fur et à mesure, mais qu'on laisse la situation perdurer, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Oui, Zakia. Oui, mais il n'y a pas que... Là, c'était énorme. Samedi et dimanche, d'ailleurs. Samedi et dimanche, et ça a bouleversé beaucoup de choses. Il y en a qui se sont retrouvés avec beaucoup d'eau dans leur propre maison et qui étaient confrontés à un problème d'inondation énorme. Pour en venir à l'exemple que Herman donnait, il n'y a pas que ça. Il y a par exemple sur le tronçon Saint-Rita vers la mairie de Cotonou même, où c'est presque pas possible de circuler quand il pleut, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il ne faut même pas s'amuser à dire que vous passez par là quand il pleut. Soit c'est vous-même, si vous êtes à pied, vous risquez d'être carrément noyé, à moins que vous ayez de belles techniques de nageurs pour arriver. Il y a quelques années, c'était les dauphins venaient avec des pirogues là. Oui, bien sûr, on a vu ça à des moments, mais ça continue aussi quand vous allez dans la zone de Sainte-Cécile et autres, avec la quantité d'eau qui est stagnée, qui rentre même dans les habitations des gens. Et parce qu'ils doivent sortir pour aller à la recherche de leur pain quotidien, ils sont obligés justement d'utiliser ces techniques-là pour leur permettre d'aller de venir. Mais c'est quand même très désagréable pour tout le monde. Et il est important que vraiment, à tous les niveaux possibles, les dispositions soient prises pour permettre quand même aux populations de circuler librement. Il y a quand même des conducteurs qui sont courageux, entrer dans ces eaux-là avec son véhicule. Quoi? Non, c'est que parfois on n'a pas idée de la profondeur. C'est ça. On se dit, bon, c'est pas aussi trop, mais bon, quand on y est, c'est qu'on ne peut plus faire machine en arrière. Donc, du coup, il faut solliciter l'indulgence des populations riveraines qui vraiment ont envie de vous aider. Sinon, déjà quand vous êtes à véhicule, c'est déjà un problème. Oui. Et donc quand vous vous retrouvez dans l'eau, c'est un autre problème. Donc, vous êtes seul à gérer votre misère. Votre misère, non. Ça fait un peu embêtant parce qu'on aurait espéré qu'avec les travaux d'asphaltage, eh bien qu'on puisse quand même commencer par conjuguer au passé ces moments pas du tout intéressants. Bien malheureusement, c'est encore des zones asphaltées, parfois qui sont prises d'assaut par la montée de ces eaux. Prenez le carrefour Pota, avant d'arriver à Itidi, c'est tout compliqué, vous n'y arrivez pas. On se demande, mais à quoi servent véritablement les travaux qui ont été réalisés au niveau donc de ce taxe-là. Ça veut dire que soit les travaux sont de mauvaise qualité, soit on n'a pas tenu compte de ce qu'était déjà l'axe avant les travaux qui ont été réalisés, parce qu'au moins on a une idée de ce qu'on vivait déjà au niveau, tout au moins de l'axe Pota à Etchedis, puisque je suis riverain de ce taxe-là. Après les travaux, les choses se sont empirées. Et donc, du coup, quelque chose n'a pas marché quelque part.
Bon, au niveau de l'hôpital de zone, le goudron. Même chose. Vous quittez le supermarché du pont de Clavier pour aller dans la zone qu'ils appellent pavé ICC. Pavé ICC, devant la maison d'une autorité, ambassadeur désormais, même chose. Franchement, quoi. La situation, en tout cas, elle est criarde. Donc, je veux espérer. Parce que là, nous ne sommes qu'au début des pluies. Hein. On est en juillet. On est en juin plutôt. On a le mois de juillet où il pleut sérieusement. On a même le mois d'août où il pleut également. Je ne sais pas à quel sens vouer. Qu'est-ce qui va être la riposte proposée par les autorités compétentes en la matière. Bon, on attend de voir, sinon que c'est pas fameux, quoi. Oui, Awetine. Merci. Merci beaucoup, Akime. Merci, Zakia Latunji. Herman Agnemoussou, merci beaucoup. Et Dr Ondio, merci bien. Merci. Très bonne journée à vous. Allez, on fait le point de l'actualité. C'est la revue de presse avec Assion Mokanya Siomo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 8 janvier 2023, les Béninois se rendront dans les urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et parlant de représentants, le matinal s'intéresse à la recherche d'une majorité au prochain Parlement pour écrire que les prochaines élections législatives font progressivement monter le mercure et chaque chapelle peaufine ses stratégies afin de ne pas faire piètre figure à ce scrutin majeur. Au niveau du parti de l'opposition radicale, les démocrates, l'heure est à la remobilisation des troupes à la faveur d'une rencontre avec les militants du parti le week-end dernier. Le président Éric Rondeté a clairement décliné les prétentions de la formation politique. Aller au Parlement avec une majorité absolue de députés, une ambition noble, mais un rêve surréaliste des démocrates, estime le journal. Toutefois, note Soleil Levant, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Mbedi rassure l'opposition sur sa participation à ces législatives. Dans la suite, l'inondation due aux dernières précipitations sur Cotonou et Calavi fait constater au quotidien Fraternité qu'avec les pluies des vendredis et samedis derniers, c'est la consternation totale dans le rang des populations de Cotonou et de Calavi. Face à la fureur de l'eau, les habitants ne savent plus à quel saint se vouer. À l'Étoile Rouge, le constat est désolant. Le débordement des eaux de ruissellement monte la garde et cerne le périmètre pendant un bon moment. L'accès à la voie pavée Wologuédé Sainte-Rita est très difficile. Le tronçon des feux tricolores Sainte-Rita à Gontinko est presque impraticable. Le journal note que les populations sont abandonnées à leur propre sort. Et puis, dans le cadre du débat relatif à l'orientation budgétaire pour la loi de finances gestion 2023, écrit l'économiste du Bénin, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Ouara, était le lundi 27 juin 2022 à l'Assemblée nationale face aux députés de la 8e législature. L'Argentier national a exposé aux parlementaires les grandes orientations du projet de budget 2023. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025 exposé aux députés présente la trajectoire d'une économie qui se remet de l'effet de la pandémie de Covid-19, mais qui toutefois fait face à un contexte marqué par des tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine. Pendant ce temps, Fraternité se porte à la journée olympique 2022 dans la ville de Djougou et souligne qu'elle a abrité l'édition 2022 de la journée olympique organisée par le Comité national olympique et sportif béninois les 24 et 25 juin 2022. Cette journée a réuni les populations, les autorités communales et les têtes couronnées autour de plusieurs activités sportives. Pour le journal, c'était la liesse populaire pendant 48 heures dans la cité d'Ekpetoni. Le CNOS et la mairie de Djougou ont offert aux populations de la ville la plus peuplée du Nord une fête du sport. Il rapporte le maire de la commune de Djougou, Abdoul Malik Seibou Gomina, qui a présenté les bienfaits de la marche pour l'homme et qui confie qu'avec elle, vous évitez d'aller à la pharmacie. Et en football, le pays émergent rapporte que la semaine dernière, l'ancien capitaine des écureuils Oumar Tchomogo a obtenu avec brio son diplôme d'entraîneur sportif.
DES, un grade qui lui permet de driver désormais l'équipe réserve de NIO, c'est-à-dire la Nationale 3. Il y a environ 6 ans, il avait déjà obtenu sa licence UEFA A qui lui a ouvert les portes de métier d'entraîneur avec son DES. Oumar Tchomogo est désormais un entraîneur de football complet et peut postuler n'importe où au poste d'entraîneur de club ou d'une sélection nationale africaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et voilà, c'est la fin de ce rendez-vous matinal sur Canal 3 Bénin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Chez vous, c'était Actu Matin. Très bonne journée du mardi. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.